Alors, on en a parlé et vous avez toujours, alors vous avez voté, mais vous pouvez toujours poser vos questions par SMS. J'ai la petite tablette qui récupère vos questions au 06 44 64 65 04. Pendant les dialogues qu'on organise là, durant cette plénière, vous allez pouvoir poser vos questions. L'idée, c'était un petit peu d'investiguer, de voir quelles réponses parlementaires, quelles réponses professionnelles à cette crise du logement dont on a parlé pendant ces 3 jours, des constructions de logements au plus bas, de l'accession à la propriété qui est en panne, un nombre record de demandeurs de logement social. Le Parlement, dans sa configuration 2022, donc, qui date de peu, mais qui est déjà changée, avait essayé de proposer des réponses, comment soutenir ce secteur. On va vous proposer donc 2 dialogues. Je vais vous présenter les intervenants pour ce premier dialogue pour réfléchir véritablement aux solutions concrètes, avec 2 temps à chaque fois. Une fois un petit peu de poser le diagnostic de où on en est, parce que ça va vite, le monde parlementaire tourne assez vite, et le monde politique aussi. Et dans un deuxième temps, les solutions, sachant que ce premier dialogue va être plutôt global, et dans le deuxième temps, on s'intéressera à des publics particuliers, les personnes les plus modestes, les salariés, et on verra public par public la même chose, c'est-à-dire un état des lieux et puis ensuite les solutions. Alors, je vous représente pour faire un tour. Stéphane Peu, vous êtes député du groupe Gauche démocrate et républicaine de Seine-Saint-Denis, bienvenue. François Jolivet, député Horizon et indépendant d'Indre. Olivier Saleron, vous êtes président de la Fédération française du bâtiment. Et Alain Taravella, vous êtes président fondateur d'Altarea. Je vais commencer par les parlementaires, si vous me le permettez, et on fera l'autre sens ensuite. Stéphane Peu et François Jolivet, on a vu qu'il y a eu des décisions qui avaient été prises pendant la précédente législature, donc il y a 2 ans, avec la mise en place de la réduction de loyer de solidarité, la RLS, des mesures pour la rénovation énergétique dans le projet de loi finances qui sont maintenant gelées, les nouvelles conditions pour le prêt à taux zéro, un certain nombre de textes qui, du fait de la situation et de la dissolution, sont encore en suspens. Qu'est-ce qui a été validé? Qu'est-ce qui reste à faire? Peut-être je commence par François Jolivet et je vous ferai réagir, Stéphane Peu, par la suite. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation à l'heure actuelle? La question est difficile. Si l'actualité, vous savez, la règle de l'annualité budgétaire est gouvernée par le budget. Donc nous l'aurons le 9. Et d'ailleurs, le budget et la règle de l'annualité ne sont pas les... Le temps du logement n'est pas le temps des budgets annuels, n'est pas plus le temps des renouvellements ou des élections anticipées. Oui. C'est pour ça que notre exercice est difficile. Moi, je voudrais d'abord, en préalable, vous dire que je considère que le logement est la première sécurité des Français. Et pour que tout le monde comprenne, je le répète, le logement est la première sécurité des Français. Sans logement, on ne peut rien envisager. Maintenant, vous parlez de réformes qui ont intervenu, non pas il y a 2 ans, mais il y a 7 ans. Nous passons vite dans le temps. Si on remonte. Si on parle de la RLS, j'étais un des premiers à m'y opposer et proposer autre chose. Au moins, il y avait eu des mesures de compensation, mais elles étaient sans doute insuffisantes. Pour autant, on a une actualité et la présence du président de la Fédération de bâtiment est très marquante et très importante pour moi à cette table ronde que je partage avec lui. Nous avons un secteur qui est en train de s'arrêter. Le temps de l'immobilier est un temps long et j'ai l'impression que c'est un supertanker qui se met en travers du Nil. N-I-L. Et pour le remettre à flot, il faudra beaucoup de temps. Et on sait qu'en 2022, je n'ai pas vu les chiffres du logement HLM de 2023, mais en 2022, 53% de la production HLM était faite par les promoteurs. Ce qui est livré aujourd'hui dans les terrains, on va dire, dans les territoires dits tendus, pas super tendus, mais tendus, ça a 6 années d'ancienneté en termes d'agrément. Et vous avez des promoteurs, sans doute sont-ils dans la salle, qui aujourd'hui sont en train de se dédire pour des promesses signées pour obtenir les terrains et qui préfèrent passer en perte et payer le propriétaire qui devait se voir acheter sous réserve d'obtention de conditions de permis de construire, devait pouvoir se libérer de cela. Et donc les promoteurs, ils payent, ils se délient. Ça veut donc dire qu'on a plein d'agréments par le passé qui vont disparaître. Puis après, il faut qu'on se dise les choses. 2 emplois chez le président de la fédération. Enfin, la chaîne du logement, un logement neuf, c'est 2 emplois équivalent temps plein. 100 000 logements en moins, moins 200 000 ETP. 200 000, moins 400 000. Plus tout ce qu'il y a en cascade après. Je ne parlerai pas de la des TVA, je ne parlerai pas de la DMTO, je ne parlerai pas de toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, il faut déjà qu'on partage bien le diagnostic, mais il ne faut pas ignorer non plus les contraintes de la puissance publique. Donc il va falloir, à mon avis, définir des priorités dans cet exercice à mon difficile où vous avez 3 blocs qui sont côte à côte, qui aujourd'hui ne s'affrontent pas,
On Et- verra et lorsqu'ils seront tous réunis. très rapidement. Voilà. Je vous coupe, on reviendra justement sur les priorités dans un deuxième temps. Stéphane Peu, une réaction à ce qui a été décidé depuis 7 ans? Bah, il y a il y a au moins deux paradoxes si on remonte un petit peu dans le temps et qu'on regarde la situation d'aujourd'hui. Le premier des paradoxes, c'est que le logement a été considéré, au moins depuis 2017, uniquement comme un coût et jamais comme une recette. Or, de tout temps, aussi loin qu'on remonte dans l'élaboration du budget de la nation, le logement a toujours rapporté plus qu'il n'a coûté. Quand on évalue environ à 40 milliards le poste logement, tout confondu, aide à la pierre, mesures fiscales, aide personnalisée au logement, on escomptait environ 80 milliards de recettes pour le budget de l'État. Aujourd'hui, certains économistes disent que dans l'aggravation du déficit public de la France, le ralentissement de la production de logements dans notre pays et des transactions immobilières, tout confondu, pèse environ pour 15 milliards d'euros dans l'aggravation de la dette publique et du déficit public, du déficit plutôt que de la dette, du déficit public de notre pays. Ça, c'est le premier paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut sortir des visions dogmatiques qui ont prévalu depuis plusieurs années, notamment à Bercy et au sein du gouvernement. Le deuxième Ça veut dire que ce déficit qui est annoncé à 5,6%, il pourrait descendre un petit peu grâce à un réinvestissement dans toute la filière, quoi. Ben, il faut prendre le logement pour ce qu'il est, c'est-à-dire une utilité sociale, un immense enjeu social, un immense enjeu économique, un immense enjeu en termes d'emploi, mais aussi une recette en termes de croissance. Enfin, on ne va pas lancer le débat sur le budget, mais enfin, la croissance est quand même le premier facteur d'enrichissement d'un pays. Deuxième paradoxe, depuis le Conseil national de la refondation, je vois Christophe Robert qui en était l'un des coprésidents avec Véronique Bédag, on a dans ce pays tous les professionnels, tous les militants associatifs qui sont capables de dégager des consensus pour essayer de trouver des solutions d'urgence pour surmonter la crise. Les promoteurs immobiliers et les HLM, la Fondation Abbé Pierre avec le MEDEF, les syndicats de salariés, enfin bref, je ne vais pas les énumérer tous les acteurs du logement, associatifs, syndicaux, économiques et du secteur social sont d'accord pour un certain nombre de propositions. Comment se fait-il que dans ce pays, il y ait le consensus des acteurs économiques et de la société civile autour d'un certain nombre de solutions et que, arrivé au niveau du pouvoir politique, on est incapable de prendre quelques mesures consensuelles. C'est la raison pour laquelle, mais j'espère pouvoir y revenir, que j'ai réussi, j'ai fait une mission avec un député MoDem, donc de la majorité présidentielle, qui a abouti à 35 propositions communes pour essayer, très inspiré d'ailleurs des travaux du Conseil national de la refondation sur le logement, et c'est aussi la raison pour laquelle, j'y reviendrai peut-être, j'ai déposé une proposition de loi transpartisane avec des députés de 6 ou 7, parce qu'on est nombreux maintenant au groupe politique différents, enfin en tout cas, qui est susceptible d'avoir une majorité au Parlement pour essayer d'inverser la situation dans 3 directions, relancer la production HLM et l'accession à la propriété, notamment en centrant les efforts sur les primo-accédants. On va revenir justement sur vos propositions, et ce qui est intéressant, c'est que c'est transpartisan, et c'est probablement comme ça qu'on peut avancer. Olivier Saléran, est-ce que vous pouvez nous faire le point sur cette situation vue du côté du secteur, défaillance, difficulté, peut-être parfois perte de savoir-faire? Comment ça se passe dans votre secteur et au niveau des emplois, évidemment? Bonjour à toutes et à tous. J'interviens aussi en tant que quand même membre du comité d'orientation politique d'Action Logement, où on est évidemment 7 issus du paritarisme, et où ce schéma montre aussi que ça peut très bien fonctionner au niveau de l'ensemble du paritarisme. Ce qui est terrible, c'est qu'on entend les mêmes mots depuis maintenant 2 ans, parce que ça fait 2 ans que tout est bloqué, totalement bloqué sur le logement, que ce soit le logement privé, que ce soit le logement social, alors que l'audit, le consensus est partagé, et bien moi je vous le dis, hein, depuis Jean Castex, on a obtenu rien du tout, même pas, j'allais dire, un prolongement de quoi que ce soit. Ça fait 2 ans que vous m'entendez un petit peu sur toutes les zones, mais aussi en réunion et en table ronde, monter un petit peu le son au niveau des critiques.
hein, parce que je ne comprends pas. Tous les parlementaires sont d'accord. Chaque fois que j'en croise un, il me dit oui, effectivement, il y a la crise du logement. Eh bien, ce que nous avons prévu à la FFB depuis 2 ans, eh bien, arrive en 2024, pile poil à l'heure, malheureusement. Oui, le logement est un temps long, que ce soit le social, que ce soit le privé. Eh bien, quand on dépose pas un permis de construire, eh bien, on ne commence pas le chantier 1 an et demi après, et puis on ne met pas la clé dans la porte 2 ans après, ou 3 ans. Eh bien, aujourd'hui, ça y est, donc la grande glissade a commencé. Pour nous, vraiment, donc là, entreprise du bâtiment, de la construction, c'est 10 à 12 000 entreprises qui vont rester sur le carreau cette année. Et c'est déjà 30 000 équivalents temps plein, des salariés de tout niveau, que ce soit le compagnon, que ce soit le technicien, le salarié, mais aussi les bureaux d'études de nos ingénieurs, qui aujourd'hui perdent leur emploi, ou en tout cas qui ne sont pas recrutés dans ce secteur-là. Ça va s'accélérer. Nous pensons qu'à la fin de l'année, on sera plus de 60 000. Alors on n'est pas non plus, j'allais dire, pessimiste, hein, on reste toujours d'un optimiste réaliste. Et malheureusement, 60 000 en une seule année salariés dans le bâtiment, vous voyez la catastrophe que ça peut être. C'est que quand on parle de défaillance d'entreprise, de chômage, donc de personnes sur le carreau, que les hommes politiques et femmes politiques réagissent. Aujourd'hui, je crois que on a à peu près tout le monde à sa bonne place, sans faire de politique. La FFB est totalement apolitique. Même ce Barnier, quand je l'ai vu il y a 2 ans au primaire, il m'a proposé un pacte pour le logement. Valérie Létard, j'en parle pas, tout le monde en a parlé, on l'a assez acclamé hier. Tout le monde est à sa place aujourd'hui. En revanche, si rien ne sort, et je serai précis tout à l'heure sur les 3 propositions principales, si rien ne sort dans les premiers jours, dans les prochains jours, par le politique général du Premier ministre qui doit prononcer mardi, je crois que Batimat, ça sera peut-être un salon de l'agriculture à nous. Donc ça annonce pas mal de mouvements si c'est le cas. Alain Taravella, est-ce que vous partagez ce diagnostic? Là, on parle de 30 000 emplois, 10 000 à 12 000 entreprises qui risquent de faire faillite, enfin qui font faillite à l'heure actuelle. Vous partagez ce panorama un peu triste? Bien sûr, je partage cette analyse. D'abord, merci de m'avoir invité pour porter la voix de la promotion privée. Moi, j'ai une démarche un tout petit peu différente. Bien sûr, il faut demander plein de choses au gouvernement, à l'État, des aides. Bon. On en aura un peu, j'espère. On n'en aura pas suffisamment pour régler le problème du logement. Donc, je pense que tout en continuant à demander à l'État, en faisant toutes ces démarches, il faut voir entre professionnels parce qu'on est complètement solidaires. Comme vous l'avez dit, les promoteurs privés représentent la moitié de la production d'habitat social et les acquisitions par les bailleurs sociaux représentent la moitié de ce que produisent les promoteurs privés. Donc on est complètement solidaires, on est dans le même bateau. Il faut voir une chose, on produit pour tout un tas de raisons des logements trop chers, que ce soit en social ou que ce soit en libre. Il s'est développé au cours de ces 10 dernières années grâce à l'inflation des prix de vente, grâce aux gains faits par les propriétaires fonciers, par les promoteurs, par tout le monde. Il s'est dégagé des sommes qui ont permis de renforcer la transition écologique et qui ont permis également de vendre des appartements, des logements aux bailleurs sociaux en dessous du prix de revient. Donc il y a un certain nombre de choses qui se sont passées, qui n'existent plus maintenant, parce que les prix sont élevés, les coûts de construction sont élevés, les taux d'intérêt sont élevés, et donc il faut bien sûr demander à l'État, mais je pense qu'il faut aussi se demander entre professionnels, avec les architectes, avec les maires, si la construction des logements telle qu'on la conçoit est la bonne. Est-ce que qui a besoin de logement aujourd'hui en France? Ce sont les jeunes, c'est ceux qui n'ont pas de logement par définition. Ceux qui ont besoin de logement, c'est ceux qui n'en ont pas. A priori, c'est les jeunes. Les jeunes, il faut faire plutôt des logements compacts dans lesquels ils puissent aller. Il faut faire des logements que les gens puissent se payer, que ce soit en location, dans le social, dans le libre ou en achat. Je pense qu'il y a une vraie... on a vécu en matière de logement 30, 40, 50 glorieuses. On est au bout du système. Il faut que l'État sûrement fasse des choses.
J'ai quelques doutes sur le sujet, sur on va arriver aux solutions, sur ce qu'il va faire. Il faut se prendre en main. Alors, je refais un tour. Alors là, plutôt côté solution, il y a déjà des questions. Par exemple, plan d'urgence pour construire 250 000 HLM par an, on y va. La RLS, ça je vous poserai plutôt parlementaire. Je reste avec vous, les professionnels du bâtiment. Olivier Saleron, vous dites quelle solution? Vous dites quoi? Il faut pacte, hein, vous avez dit. Là, on nous dit plan d'urgence. Alors, il faut, très rapidement. Il faut mettre des solutions qui ont été bien travaillées pendant quasiment 10 mois lors du CNR Logement. Et il y a l'urgence à traiter, et puis bien sûr le structurel bien plus tard, et en tout cas y penser. Oui, aujourd'hui il faut des mesures pour relancer l'attrait de nos concitoyens, et donc l'épargne des particuliers vers le logement, vers la pierre, parce qu'ils le veulent. Donc il faut tout simplement relancer un prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire. Toutes les maisons individuelles ont été exclues du territoire, donc il faut relancer ce prêt à taux zéro partout, avec une quotité peut-être à 40%, mais en tout cas, c'est ce que l'on veut, qui perdure, ce qu'il existait encore il y a 1 an et demi. Ou alors un prêt à taux bonifié, on est prêt aussi à négocier tout ça, avoir un prêt qui soit je veux dire, amélioré par l'État. Oui, on ne demande rien à l'État. On demande même moins. C'est ça la nouveauté. C'est que d'année en année, on demande moins et on sait se débrouiller. Donc un prêt, même pas à taux zéro, un prêt capé à je ne sais pas, un 5-2% maximum. Pour l'investissement du bailleur en location privé, aujourd'hui, écoutez, il y a le Pinel qui est en place, qui doit s'arrêter dans 3 mois et demi. Il n'y a pas d'alternative. Il faut absolument trouver une alternative. Et on a réuni quelques députés et sénateurs il y a quelques jours. Trouvons quelque chose qui va remplacer l'alternative à ce Pinel, parce qu'il faut sortir absolument l'épargne là où il est, c'est-à-dire chez nos concitoyens. Ils veulent investir, ceux qui ont un peu plus les moyens, et bien pouvoir louer sur le privé. Tout ça va entraîner aussi un turnover au niveau du parc locatif, et donc on va retrouver ce parcours résidentiel qui aujourd'hui n'existe plus. Je ne parle pas que du neuf, il y a aussi tout ce qui est rénovation énergétique. Nous voulons absolument garder ce que nous avons négocié en milieu d'année, c'est-à-dire depuis le 15 mai 2024, sur MaPrimeRénov', qui a été tellement complexifié en début d'année que 85% des ménages n'y sont pas allés. Donc, évidemment, c'était quasiment condamné pour MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, on voit les effets bénéfiques, ça repart. Eh bien, laissons, on ne demande pas plus, on ne demande pas plus de milliards. Voilà. Et puis, bien sûr, la quatrième proposition, mais ce n'est pas une proposition, c'est vraiment un combat, c'est sur la RLS. On est tous d'accord avec l'Alliance pour le logement, les 10 grandes fédérations qui travaillent ensemble depuis 1 an sur le logement collectif et social. Donc, il faut vraiment y aller là-dessus. Il faut un boost les prochaines années. Sinon, je vous le dis, pour le bâtiment et les milieux de la construction, c'est 300 000 salariés qui seront sur le carreau en fin d'année prochaine. Je fais un regard croisé peut-être avec Stéphane Peu, justement. Il y a des questions aussi sur, vous l'avez dit, hein, vous avez une action un peu transpartisane, parce qu'il y a des inquiétudes sur les consensus possibles au Parlement, évidemment, et puis revenir sur justement la RLS. La question c'était, on revient sur le sujet et on donne une bouffée d'oxygène aux organismes. Qu'est-ce qui est possible et vos propositions plus moi, je pense qu'il y a je ne comprendrais pas qu'il y ait des consensus dans la société qui ne puissent pas se traduire par des consensus au Parlement. Donc, je pense que c'est possible. D'ailleurs, je vois en face de moi Inaki et Chaniz, il l'a fait avec une députée de la majorité présidentielle sur la régulation des Airbnb. Donc, on y viendra. Mais il en parlera mieux que moi. Mais donc je pense que c'est possible de dégager des majorités. Je pense que c'est la raison pour laquelle, sur les 35 propositions que j'ai faites avec mon collègue du MoDem, j'en ai repris 5 là pour une proposition de loi d'urgence, bien sûr de supprimer la RLS qui pèse sur les bailleurs sociaux. Je rappelle quand même que la RLS, quand elle a été mise en place, quel que soit notre avis divergent au moment de sa mise en place, moi j'étais contre dès le départ, mais le taux du livret A était à 0,5 quand ça a été mis en place. Et donc, on peut considérer que la réduction de loyer de solidarité qui pèse environ 1,3 milliard sur les fonds propres des organismes HLM et qui les ampute de capacité à agir et à investir, a été considérablement aggravée par la hausse des taux du livret A qui, cumulé avec la RLS, est en train d'assécher complètement les capacités à agir des organismes ou alors à faire des arbitrages
qui, ayant été président d'organisme à une époque, entre rénover un immeuble dans lequel vous avez des locataires qui vous pressent d'agir et construire du neuf, vous arbitrez toujours en faveur de la rénovation et ça assèche la production neuve qui pour autant est nécessaire. Supprimer la RLS, revenir sur cette décision insensée qui a été prise toujours au même moment en 2018 de rehausser la TVA affectée au logement social de 5,5 à 10%. Il faut revenir à 5,5 et revenir à l'étymologie, enfin, si je puis dire, de ce que sont les différents barèmes de TVA. C'est-à-dire 5,5, c'est la TVA qui est applicable aux produits de première nécessité. Et le logement, tout le monde s'accordera à reconnaître que c'est un produit de première nécessité. Ensuite, il faut aussi se tourner vers l'accession. Mais il faut mettre le paquet sur les primo-accédants. C'est là où j'ai une petite différence, mais elle doit être surmontée sur les défiscalisations pour les multipropriétaires qui ont pesé lourd sur les finances publiques et qui vont s'interrompre avec le Pinel. Et donc, plus massivement, les primo-accédants. Trois propositions dans la loi. On fait une TVA à 5 pour les primo-accédants dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ça marche bien. Étendons-le pour les primo-accédants dès lors que c'est leur propriété, enfin qui sont aux propriétaires occupants et qui ne vendent pas ou qui ne louent pas le logement, la TVA à 5,5. Généralisons le PTZ et le dézonons-le pour qu'il soit possible partout sur le territoire national et rétablissant ce qui a existé et qui fonctionnait, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'APL accession, qui permettait de solvabiliser des couches moyennes ou des ménages modestes qui accédaient à la propriété par de l'APL qui venait leur donner des capacités à emprunter, à rembourser des emprunts en plus du PTZ. Parce qu'un primo-accédant, et je finis par là, un primo-accédant qui achète son logement pour l'occuper, c'est quelqu'un qui libère la plupart du temps un logement qu'il loue dans le privé ou dans le social, et donc qui libère et qui remet de la fluidité dans un parcours résidentiel qui est actuellement totalement embolisé. Alors, vous parlez de primo-accédant, merci beaucoup Stéphane Peu. Je voulais rebondir sur ça avec vous, Alain Taravella. Tout à l'heure, vous nous parliez des jeunes et vous avez des offres de ce côté-là, vous travaillez sur l'accession Bien sûr. à la propriété. Aujourd'hui, des primo-accédants, alors ce n'est pas sur tout le territoire national, avec la TVA 5,5 ou le PTZ, mais là où ça marche, on vend, on trouve des solutions. On a lancé des formules où, grosso modo, pour une mensualité de PTZ avec quelques prêts complémentaires, et d'ailleurs, aujourd'hui, les banques changent un peu leur fusil d'épaule et commencent à reprivilégier le logement, on arrive à des mensualités, grosso modo, égales à des loyers. Donc le PTZ est également aujourd'hui quelque chose qui fonctionne. Et en l'élargissant, c'est clair que c'est une solution qui est à portée de la main et qui, normalement, devrait satisfaire tous les maires qui cherchent, bon, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, plus des primo-accédants que des investisseurs. Donc on peut faire aujourd'hui avec ça, en le déployant, on peut déjà réussir un certain nombre de choses, ça peut s'étendre assez facilement. François Jolivet, alors je ne vous dis pas, on a beaucoup de questions, évidemment. Bercy impose désormais des gels des crédits affectés à des opérations de réhabilitation, fléchés sur la performance énergétique. Stop aux dispositifs fiscaux d'aide au privé. Là, on nous dit qu'il faut abandonner la RLS, revenir sur la TVA à 5,5, le PTZ. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on peut discuter Ce que je vais exprimer est simplement mon sentiment et que j'ai pu partager d'ailleurs avec des députés on va dire, trans-majorité à construire, c'est-à-dire d'essayer de se réunir simplement sur une cause. On a une urgence, comme le disait le président de la Fédération française du bâtiment, c'est d'abord de produire les 53% de logements sociaux qui sont logés dans des opérations de promotion qui ne vont pas sortir parce qu'il n'y a pas d'accédant à la propriété et pas d'investisseurs. Moi, je suis favorable à un amendement qui s'appelle, que certains du milieu ont baptisé Babougeot, Balladur, Boulanger, Jolivet, puisqu'en fait, en 1994, à la sortie de la guerre du Golfe, les promoteurs avaient construit énormément de logements, pas avec les mêmes règles de prudence, et ben, ils étaient tous en faillite. Et donc, il y a eu la possibilité, et pour sauver les opérations, et là, il n'y avait pas de logement social à l'intérieur, pour sauver les opérations, on a permis à des gens de défiscaliser sur leur droit de succession. Moi, je ne suis pas là-dedans, je suis plutôt sur une donation à 150 000 € pour peu qu'elle soit fléchée sur l'acquisition d'un logement neuf.
Parce que je pense aujourd'hui, on est dans une crise de production de logements neufs. Avant de parler de crise du logement au titre national, les sujets de l'Indre ne sont pas ceux de la Seine-Saint-Denis. Et je ne me retrouve pas parfois dans les positions de Stéphane, non pas politiques, mais sur les problématiques que rencontre son territoire. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, sur le PTZ, ça coûte rien. Enfin, ça coûte si moi je donne demain et que je meurs, parce que ça enlève 150 000 € des droits, dans le calcul des droits de succession. Mais ça ne coûte rien et c'est sur un temps très long, grands-parents et parents. Et je pense qu'on pourrait essayer de sortir des opérations, et je crois que beaucoup d'acteurs, y compris, moi je suis un député Horizon, tout le monde connaît mon histoire politique dans la salle, y compris dans des gens, on va dire, de toute origine politique, pour sauver les opérations. Ensuite, après, il faut trouver les conditions de réunion dans un Parlement. Première partie. Deuxième partie, PTZ. Je pense qu'on sort de campagne électorale. Là, aujourd'hui, il y a une campagne électorale, si j'ose dire, au sein de l'Union. Moi, j'en sors, j'ai écouté les gens. Les jeunes se disent qu'ils ne pourront pas réussir comme leurs parents à acheter un logement. Et je suis dans un département très rural, 200 000 habitants, département de l'Indre. Et je ne vous dis pas où vont se réfugier leurs voix. Et je pense que pendant 1 an, il faudrait au moins qu'on essaye le PTZ sur tout le territoire français. 1 an. Les donations, 1 an. Technique baladure, si j'ose dire. Pour voir ce que ça donne. La première mesure ne coûte rien ou à très long terme. La deuxième coûte immédiatement. Mais je pense qu'ils ne vont pas se renouer tout de suite avec les acquisitions. Mais il faut leur donner un signe. Et enfin, je voudrais quand même dire que ce n'est pas le gouvernement qui a décidé de l'entrée de la Fédération de Russie en Ukraine, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé de la remontée des taux directeurs de l'Union européenne, et qu'au démarrage, quand même, c'est ça qui fout tout le monde, entre guillemets, dans la merde. Ce qu'on peut reprocher au pouvoir public, c'est de ne pas avoir accompagné, anticipé les conséquences. Je crois qu'aujourd'hui, tous les acteurs se réunissent en pensant et en partageant un même diagnostic. Sur la TVA 5,5, pourquoi pas, si on doit être dans un compromis. RLS, je rappellerai à tous les organismes HLM que ça n'a pas empêché de produire énormément de logements, sauf qu'avec la remontée du taux du livret A, eh ben, ça ne marche plus, le système. Mais je voudrais avoir un mot pour les locataires HLM qui sont dans cette salle. Rapidement, ouais. 1 minute, et qui sont sans doute aussi épargnants sur le livret A. Moi, j'ai du mal à entendre qu'on est content d'avoir baissé le taux du livret A pour se faire des logements HLM, mais de ne pas rémunérer l'épargne des plus pauvres. Ça pose un autre sujet. Et sans doute faudrait-il aborder dans un deuxième temps ou troisième temps des réformes plus structurelles. Mais des bonnes idées, en tout cas, des bonnes mesures. Et puis, on sent un consensus pour dire qu'il faut y aller. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos éclairages et vos convictions. On va passer au deuxième dialogue croisé. Et pour cela, j'invite à me rejoindre Dominique Estrosi-Sassone, qui est sénatrice Les Républicains des Alpes-Maritimes, Inaki Echaniz, députée socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Installez-vous, Thierry Repenty, maire de Chambéry, et Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Bon, les questions, vous pouvez continuer, hein, il y en a beaucoup, mais ça continue à monter. Ah, il y a un téléphone qui a... Bon, c'est le vôtre? Bah, je vous le donne, tant pis, c'est pas le vôtre, mais voilà. Repentin, oui. Alors, donc Thierry Repentin, maire de Chambéry. L'idée, c'était de dresser, donc, dans un même timing assez resserré, évidemment, de dresser dans un premier temps un peu les constats sur les différents publics que l'on peut identifier, et puis dans un deuxième temps, même exercice, essayer de voir quels sont les leviers qu'on peut activer pour améliorer la situation. On a déjà bien commencé. Je commence par vous, Madame Dominique Estrosi-Sassone. Sur la question plus particulière des salariés, on en a parlé pendant ce congrès, parce que ça empêche parfois d'obtenir un emploi, ça empêche les entreprises d'avoir de la main-d'œuvre, c'est un véritable problème. Quelle est la situation de ce côté-là, même si on en connaît, on en a eu déjà un peu des échos? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est un sujet qui est ô combien préoccupant. Il est préoccupant dans tous les territoires et pas uniquement dans les territoires qui sont déclarés en zone dite tendue, parce que moi, je suis assez opposée maintenant à faire en sorte que d'un côté, il y aurait les territoires détendus et de l'autre côté, les territoires tendus, et que les besoins en logement n'existeraient que pour les territoires situés en zone tendue. Il y a dans des territoires le besoin aussi de ne pas continuer à assigner les gens à résidence et de faire en sorte que les gens qui vivent dans des territoires où il peut y avoir une déprise économique, où il peut y avoir effectivement moins de demandes, néanmoins puissent accéder aussi à un logement qui soit au plus près de leurs attentes et de leurs besoins. Sur la question du lien travail,
logement. C'est une question qui a été soulevée maintenant depuis quelques mois, quelques années, et on voit combien c'est important et combien aujourd'hui les territoires, les maires, et en ma qualité de sénatrice, c'est d'abord la représentation des élus locaux de ces territoires, aujourd'hui ne peuvent pas souvent mener leur politique publique comme ils souhaiteraient pouvoir les mener en termes de développement économique, en termes d'attractivité, tout simplement parce que quand bien même il y a des entreprises qui ont fait le choix de s'installer sur le territoire en question, de pouvoir se développer, eh bien il y a une problématique à un moment donné, c'est celle du logement. Et donc on se trouve confronté à des gens. Mais ça vaut aussi, pas uniquement pour le secteur privé, ça vaut aussi pour la fonction publique. Moi, je suis dans un territoire qui est très tendu, la métropole Nice-Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes, mais combien de fois, nous, les élus, on a appelé à ce qu'il y ait plus de fonctionnaires dans l'éducation, plus de fonctionnaires dans la police, bien évidemment, dans les services sociaux, plus d'entreprises qui continuent à s'installer, et combien de fois on s'est trouvé coincé, le bec dans l'eau, si j'ose dire, parce qu'à un moment donné, les fonctionnaires qui avaient accepté de venir repartaient aussitôt parce qu'ils ne trouvaient pas un logement en adéquation avec leur salaire et parce que les entreprises qui voulaient continuer à se développer avaient du mal à trouver la main-d'œuvre qualifiée à laquelle ils avaient besoin. Et donc ça, c'est un travail extrêmement important. Alors bien sûr, il y a Action Logement qui joue ce rôle à travers la PEC, mais au-delà de ça, je veux dire, on a besoin, l'ensemble des bailleurs sociaux ont besoin aussi d'intervenir pour pouvoir permettre aux salariés de trouver un logement qui soit le plus en conformité avec les besoins et les attentes exprimées. Et donc, on a vu aussi, pendant la crise Covid, les personnels, qu'on disait, de première ligne, eh bien, qui étaient amenés à devoir être logés très très loin de l'endroit où ils travaillaient, souvent des personnes de conditions fort modestes, avec des salaires relativement bas, et qui se trouvaient confrontés. Donc, les maires sont au cœur de cette problématique-là, et je crois que c'est quelque chose qui doit continuer à, bien évidemment, être pris en considération pour que les territoires ne se retrouvent pas, soit de nouveau ne pouvant pas continuer à mener à bien leur politique, ou justement en voyant des salariés qui n'arrivent pas à se loger convenablement avec leur famille, en prenant en compte aussi, bien sûr, les questions de pouvoir d'achat. Et en fonction des territoires, il y a des niveaux de vie qui sont beaucoup plus élevés que sur d'autres. Et donc ça aussi, la part contrainte du budget a aussi des conséquences qui sont particulièrement délétères. En tout cas, dans le rapport que j'ai fait au Sénat sur la crise du logement, et on aura peut-être l'occasion de revenir sur certaines autres propositions, c'était quelque chose qu'on pointait. Alors nous, on l'a plus pointé dans des solutions qui sont à plus long terme quand même. Ce n'était pas les solutions parce qu'on a dit qu'il faut mener 3 chantiers de front, le court, le moyen et le long terme, mais pour autant, c'est un problème extrêmement prégnant. Je reviendrai vers vous pour justement que vous puissiez nous donner un peu les solutions que vous avez proposées. Christophe Robert, côté plus modeste, on sait que c'est difficile d'accéder au logement pour les plus modestes et même d'accéder au logement social. Quel diagnostic vous établissez à l'heure actuelle ? Oui, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Moi je repensais, ça fait pas mal de congrès que je fais où j'écoute beaucoup d'intervenants. Je crois qu'aujourd'hui, contrairement à une certaine période, tout le monde est d'accord pour dire que la situation est grave, que dans notre pays, de plus en plus de personnes sont frappées par les difficultés de logement, de plus en plus de territoires, alors sous des formes et des intensités différentes, que le secteur économique est en difficulté majeure, le développement de l'emploi est freiné considérablement à cause du logement. Enfin, ça fait consensus. Tous les indicateurs sont dans le rouge, la production globale, la production de logement social, la mobilité, la saturation du secteur de l'hébergement. Enfin, en août dernier, il y avait 6600 personnes qui appellent le 115 dans notre pays qui ne trouvent pas de solution d'hébergement d'urgence le soir venu, dont 2000 enfants. Plus 120% en quelques années, depuis 2020, si vous voulez. Donc, tout ça, on le sait maintenant. Et je crois que nos concitoyens aussi le partagent dans l'espace public. On sait aussi que cette situation, bien sûr, monsieur le député, elle est liée à l'augmentation des coûts de construction, à l'augmentation des taux, mais elle est aussi le fait de choix politiques depuis 2017. Et ça, à ce moment-là de notre pays, avec toutes les conséquences économiques, sociales dont on parle, avec toujours les plus fragiles qui sont les derniers servis dans cette histoire, finalement, parce que c'est ceux qui auront le moins de possibilités, avec un système qui fait de la lutte des places, en fait. Il n'y a pas beaucoup de solutions, donc on va vers des solutions insatisfaisantes, etc. Dans ce moment que vit notre pays, de crise démocratique, de changement de gouvernement,
de changement d'Assemblée nationale, on a là une opportunité majeure à saisir pour dire, là on a un sujet qui peut embarquer toute la nation, parce qu'il concerne toute la nation à des niveaux différents, avec des souffrances différentes en fonction des fragilités des uns et des autres. Donc on peut emmener tout le monde. Si on veut bien renoncer finalement à faire du logement le principal contributeur à la baisse de dépenses publiques, qu'on veut bien réinjecter dans la RLS, qu'on veut bien élargir ce PTZ, toutes les solutions on les connaît, on les a discutées ensemble dans le CNR. Donc c'est un choix politique. On le repositionne, opportunité pour dire à nos concitoyens, regardez, les responsables politiques s'occupent de vos problèmes. Ça c'est la première chose. Et comme on est dans une assemblée qui est assez inédite, tripartisation, on évoquait ça tout à l'heure, il y a là matière aussi pour nos responsables politiques à s'engager collectivement de façon transpartisane. Je crois que ce moment-là, il faut le saisir. C'est-à-dire se dire, ben voilà, le logement, la question des quartiers populaires, l'aménagement urbain, le premier poste de dépense des ménages, on va tous s'y mettre. Et puis on va dire à nos concitoyens, on y va. Et bien, il faut que le château, il entende. Il faut qu'il entende ce qu'il n'a pas entendu au moment du Conseil national de la refondation logement qui était demandé par l'Élysée même, auquel on a contribué activement. Il faut l'entendre, et ses souffrances, mais aussi ses leviers de développement économique, ses leviers de développement social. Donc c'est quelque chose qui me semble, dans ce moment pour le pays, sur le front du logement ou sur le front politique et des risques démocratiques, une occasion à ne pas rater très très vite. Inaki Echaniz, est-ce que vous partagez cette idée qu'il faut saisir cette occasion? De votre côté, vous aviez présenté une proposition de loi, on en parlait tout à l'heure, pour remédier au déséquilibre du marché locatif. Elle est en suspens vu la situation. Comment vous voyez, vous, de votre côté? Est-ce que vous partagez cette idée d'y aller de manière transpartisane, si c'est possible, puisque l'Assemblée, c'est quand même compliqué pour trouver des compromis? Je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense qu'on est obligé, qu'on est aujourd'hui au pied du mur et le cri d'alarme des différents acteurs du logement depuis de nombreuses années nous oblige. Parce que si on veut pouvoir retourner sur nos territoires, pouvoir trouver des réponses pour nos concitoyennes et nos concitoyens qui subissent cette crise du logement, on est obligé de se mettre autour de la table et d'avancer. Vous l'avez dit, on a été à l'initiative avec Anaïs Glumer d'un texte transpartisan sur les meublés de tourisme. Il y en a eu d'autres sur la transformation de bureaux en logements, sur les copropriétés dégradées, parce qu'on attendait tous le grand soir du logement. On nous avait promis, à la suite du CNR, une grande loi de programmation avec des mesures fortes. Et de mon point de vue, on était assez critique de ces nouveaux CNR, on se disait, bon, ça ne va pas aboutir à grand-chose. Là, on avait un CNR qui avait réuni tout le monde, ça a été dit tout à l'heure, qui avait fait des propositions qui faisaient l'unanimité. On s'est dit, bon, ça a marché, on va y aller. Et résultat, suppression du Pinel, même si je partage ce qu'a dit Stéphane Peu sur le dispositif, mais qu'effectivement, on ne peut pas le supprimer purement et simplement sans le remplacer derrière, et recentrage du PTZ. Les deux solutions qui n'étaient pas portées par le CNR. Donc on s'est retroussé les manches, et effectivement, on s'est mis autour de la table pour porter ces mesures transpartisanes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'obligation de continuer, on est un certain nombre, les deux étaient sur la table ronde en face, de travailler au niveau de l'Assemblée nationale en intergroupe pour avancer sur les sujets, et aussi entre les chambres. J'ai Dominique Estrosi-Sassone à mes côtés, président de la commission éco, et on a été en capacité déjà de montrer que le Sénat et l'Assemblée étaient capables de s'accorder sur un certain nombre de mesures. Je fais encore référence au texte sur les logements durables et les meublés de tourisme, où on a à la fois les collectivités locales qui le demandent, et donc ils font remonter aux sénateurs, et donc ils nous ont accompagnés sur la rédaction du texte et même l'amélioration des dispositifs pour les élus locaux, et aussi nos concitoyens qui ont un besoin de justice fiscale et un besoin de justice sociale sur l'accès au logement. Et je rejoindrai aussi sur les mesures que nous devons prendre, ce qu'a dit Dominique avant, c'est que moi je considère qu'aujourd'hui il n'y a plus une question de zonage, il n'y a plus de zone tendue et de zone détendue. L'ensemble du pays est une zone tendue et traverse une crise du logement. Moi je viens du Pays Basque et du Béarn, on cite souvent dans l'image la côte basque, mais la crise du logement aujourd'hui elle touche les vallées, elle touche l'intérieur des terres où les gens n'arrivent plus à se loger, où la caissière, l'institutrice, l'infirmière n'ont plus accès au logement. On pense que c'est que le tourisme, mais c'est pas que ça. Nous, on est un territoire, oui, touristique, mais on est aussi un territoire agricole, industriel, où les gens sont obligés maintenant de faire 2 heures et demie de route
pour aller bosser ou pour aller vivre, et c'est un sujet d'aménagement du territoire et de quelle ruralité on veut demain et de quelle ville on veut demain, parce que c'est un sujet important. Ça a été cité tout à l'heure sur les jeunes. On a 12% des jeunes qui abandonnent leurs études faute de logement. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui, parce que c'est l'avenir de l'émancipation de notre jeunesse qui est en jeu aujourd'hui, parce que si on les empêche de faire leurs études, si on les empêche de sortir du cocon familial parce qu'on n'est pas en capacité d'offrir leur logement, je ne sais pas quelle société on va créer pour demain. On viendra aux solutions après. Alors j'ai des questions, mais je les gardais pour la deuxième partie qui va être plus axée sur la solution, mais il y en a une qui me fait la transition, c'est quel rôle pour les maires pour résoudre la crise du logement. Thierry Repentin, de votre point de vue de maire, comment vous voyez la situation? C'est pas facile aussi pour les maires, vous avez été privé aussi de certains financements, de certaines fiscalités. Comment vous voyez les choses à l'état plutôt pour le moment de diagnostic, et on en vient tout de suite après aux solutions? Alors, bonjour à toutes et tous, si je m'en tiens au diagnostic, et on parlera peut-être de solutions pour la suite, je suis beaucoup plus pessimiste que mes interlocuteurs sur les deux tables rondes. Beaucoup plus pessimiste parce que, en fait, les maires, ils sont en début de chaîne ou en bout de chaîne, ça dépend comment on se situe, mais pour les évolutions réglementaires et législatives, on est en bout de chaîne. Et on ne peut appliquer que ce que la loi nous permet de faire avec les opérateurs que vous représentez les uns et les autres, que ce soit sur la filière privée ou sur la filière publique. Et les maires, ils ont dû prendre, effectivement, la fin d'un produit de défiscalisation qui aujourd'hui s'appelle Pinel d'ici la fin de l'année. On a vu disparaître les APL accession depuis 2018. On a vu le durcissement des conditions d'accès au prêt à taux zéro. On a vu la réforme, moi, que je pense vraiment mortifère de la RLS et de la baisse des APL en 2018, qui évidemment s'est traduit sur nos outils au niveau local. On a vu augmenter la TVA de 5,5 à 10, le renoncement de l'État à financer le FNAP à partir de 2019. On nous a supprimé la taxe d'habitation, qui était la seule ressource des élus pour organiser les services de celles et ceux qui vivaient sur nos territoires et qui, avec cette suppression de la taxe d'habitation qui est totale et effective depuis 23 pour tout le monde, ne s'est pas traduit par les mêmes personnes par un renoncement aux services qu'ils demandent aux communes. Et donc la seule fiscalité sur le logement dynamique a disparu, et puis la suppression de l'aide aux maires bâtisseurs, voilà. Et alors, pour en finir, cet été, un décret, à un moment où il n'y a plus de gouvernement, ou en tout cas il y a un gouvernement démissionnaire, c'est difficile à comprendre. Nous, élus, on est jusqu'au bout, on est en fonction. Ça n'existe pas un maire démissionnaire qui prendrait des décisions. On a eu un gouvernement démissionnaire, mais qui prenait des décisions. Il y a 830 communes en France qui, par décret, là, cet été, sont passées d'une zone B à une zone A. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose pour nos concitoyens, mais ça veut dire que sur ces territoires, les loyers vont augmenter. Et il n'y a pas eu de réforme, paradoxalement, sur les APL au même moment. Ça veut dire que mécaniquement, sur ces territoires, sur ces 830 communes, les loyers vont augmenter sans que les APL elles-mêmes n'augmentent. C'est une question essentielle car, vous le savez tous ici, la première dépense contrainte de nos concitoyens, c'est le logement. Et même s'ils n'ont pas conscience, parce qu'ils n'identifient pas forcément les postes de dépenses qui les mettent dans des difficultés en fin de mois, le pouvoir d'achat diminue. Et quand je vous dis que je suis inquiet, c'est que pour être sur le terrain tous les jours, je vois la colère monter de nos concitoyens. Donc il ne faut pas exclure que nous soyons face à un mouvement social dans les mois qui viennent. Et tout cela, cette crise du logement que nous vivons collectivement, c'est le fruit de décisions de plusieurs années. Donc même si on prend des décisions aujourd'hui pour inverser la crise, nous n'en verrons les conséquences positives que dans 4 ou 5 ans, vous le savez. Donc alors, la crise, on la vit, je pense qu'elle est encore plus grave devant nous. Alors,
maintenant qu'on a fait un constat qui est quand même assez, moi je le trouvais déjà assez pessimiste, hein, sur les précédents intervenants. Je reviens vers vous, Dominique Estrosi-Sassone. Qu'est-ce qu'on peut faire comme solution? Qu'est-ce qu'on peut établir comme solution? Il y a des idées. Hein. Pourquoi ne pas créer l'action logement pour les agents publics? Il faut renforcer la loi SRU. Le logement intermédiaire, est-ce que c'est une solution à la crise du logement pour tous les territoires? Qu'est-ce que, rapidement, chacun, un peu les pistes de solutions? Dans la précédente table ronde, il y a déjà un certain nombre de pistes et de mesures qui ont été évoquées. Il y en a beaucoup. Nous, quand on a fait notre rapport, on a dressé des mesures à court, moyen et long terme. Bon, sur le court terme, c'est stopper l'attrition du marché locatif à travers, bien évidemment, les meublés de tourisme, mais aussi à travers le calendrier de la loi climat et résilience sur la sortie des passoires thermiques. Non pas pour dire que cette politique publique qui vise à lutter contre les réchauffements climatiques, contre les émissions de gaz à effet de serre doit être stoppée, mais on voit bien qu'aujourd'hui, sortir les logements G et F en 2025, ça va de fait sortir du marché locatif près de 18% des logements. Donc nous, on avait demandé à ce que le calendrier soit reculé au moins jusqu'en 2028, compte tenu de la crise du logement. Quand le calendrier de la loi climat et résilience a été voté, on n'était pas dans le dur de la crise du logement comme on la connaît aujourd'hui. On a aussi des mesures qu'il faut porter en matière d'accession à la propriété. Les uns et les autres sont déjà revenus. Oui. En matière de soutien à l'investissement locatif fait par les particuliers. Moi, j'y suis extrêmement attachée parce que je veux bien qu'on me dise que ce sont les institutionnels qui vont revenir sur le marché locatif. Non, c'est toujours à la marge. Ceux qui investissent dans l'immobilier, ce sont les particuliers. Pourquoi ne pas leur permettre d'avoir des avantages qui ont été concédés aux institutionnels, par exemple sur les crédits d'impôt, par exemple sur le taux de TVA, et puis à redonner des fonds propres aux bailleurs dans les programmes d'acquisition des constructions neuves. Après, il y a des solutions à moyen terme, et je reviens sur ce que disait Thierry Repentin. Parce qu'il est très important, c'est redonner la main aux maires et aux élus locaux pour qu'on puisse avoir de la part des maires et des élus locaux qu'ils puissent retrouver l'envie, les moyens et le pouvoir d'agir. Alors ça passe par différentes mesures. Il y a bien évidemment l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties pour les logements sociaux. Et bien là, les maires, ils ont le sentiment d'avoir la double peine, parce que ce sont eux qui construisent le plus de logements sociaux, ou en tout cas de nouveaux logements, et qui voient qu'il n'y a pas la compensation de l'exonération de TFPB intégralement et de façon durable par l'État. C'est une mesure aussi qui montre qu'aujourd'hui, les maires, ils veulent aussi obtenir des extensions en matière de dérogation dans les zones tendus. Ils veulent aussi être partie prenante dans la détermination des zonages. Et bien tout ça, c'est de nature aussi dans les territoires, quels que soient les territoires concernés, à faire en sorte que les maires, de nouveau, soient au cœur des politiques du logement. Et on parlera peut-être des autorités organisatrices de l'habitat et de la décentralisation qu'on attend toujours. Je vous fais réagir, Thierry Repentin, rapidement, il nous reste 8 minutes et demie, justement sur ce qui vient d'être dit, sur comment on peut soutenir les maires bâtisseurs. Là, il y a déjà des propositions, mais... Alors oui, au zonage décidé en partenariat avec l'État localement. Les 830 communes qui sont passées de zone B à zone A, ils l'ont appris par un décret. Ça m'est arrivé dans mon agglomération. On a demandé au préfet pourquoi il n'a pas su nous l'expliquer, en disant que c'est une décision nationale. Donc oui, au zonage dialogué localement. Il y a beaucoup de territoires qui sont prêts à encadrer les prix du foncier, c'est-à-dire déterminer un prix maximal de la vente des terrains à la construction, laisser ces expérimentations se faire pour les maires qui souhaitent le faire. En tout cas, nous, on est candidats sur les Alpes pour le faire. Les taxes sur les plus-values, vous faites, les maires, c'est la Française des Jeux. Hein, si vous avez un terrain agricole, vous dites qu'il devient constructible, le prix est multiplié par 300 ou 400. La plus-value va dans les poches du propriétaire qui a hérité ce terrain. Il est assez logique que la plus-value foncière soit aussi à destination des élus, ça leur donnera des moyens. Puisque le pire n'est jamais sûr, je voudrais quand même dire une chose, ne touchez pas au foncier bâti. Si vous touchez au foncier bâti, c'est terminé, il n'y a plus aucune incitation. Et les adjoints aux finances qui voient le maire disent « Monsieur le maire, faites poser une entreprise, ne posez pas du logement, parce que les gens ils viennent travailler dans l'entreprise, elles payent du foncier bâti, et vous n'avez pas de service à leur donner, alors que les habitants, il faudra en faire. » Il faut redonner aux maires du droit à l'expérimentation, c'est ce que nous demandons. Et puis, moi, je veux vous dire, parce qu'on a besoin de tout le monde ici, de la filière privée, de la filière publique. Et on a souvent eu par le passé
des ministres du logement qui bénéficiaient, quand ils sont arrivés, d'une solide inexpérience en la matière. On peut dire ça comme ça. Parfois même avec une prétentieuse vacuité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Ce commentaire. Mais je le dis, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, en fait, tous les acteurs de la filière doivent être tous réunis ensemble, non pas à les uns et les autres, dans la crise qui arrive, se dire comment je peux sauvegarder ce qui concerne ma propre filière dans le public et dans le privé. Il faut faire union pour le monde HLM, mais pas que, pour aider les maires si vous voulez que nous puissions continuer à construire, à faire rentrer de la TVA dans les caisses de l'État. Je rappellerai que la suppression de la taxe d'habitation, c'est 23 milliards d'euros qui sont aujourd'hui dans le déficit de l'État. Voilà aussi une solution. Et puis les emplois locaux qui nous sont nécessaires. Tous nos projets de construction prennent du retard parce que des entreprises déposent le bilan, sont en liquidation judiciaire dans la filière du logement, faute de pouvoir avoir suffisamment d'emplois. C'est du temps perdu sur la puissance publique, sur l'aménagement de nos territoires. Et penser au-delà des chiffres à celles et ceux qui sont sur le terrain. Merci beaucoup. On les oublie trop souvent. C'est vrai. Inaki et Chaniz, il y a plein de questions. Quel avenir pour la loi SRU? Quel avenir pour la loi Kasbarian? Comment mobiliser enfin le foncier de l'État? Quelle solution vous préconisez? Alors déjà, pour rebondir sur ce que vous dites, la loi Kasbarian 2, j'espère qu'elle retournera d'où elle vient, dans les cartons de Guillaume Kasbarian. Sur le reste... Et je profite de la présence de Madame la Ministre pour lui dire que nous, on a un certain nombre de mesures qui ne coûtent rien et qui rapportent même de l'argent et qui prendront assez peu de temps législatif. Dominique l'a dit, il ne manque plus que la CMP pour le texte des meublés de tourisme. 1 heure de débat à l'Assemblée, c'est voté, c'est des outils pour les maires et ça permet d'enrayer l'attrition énorme du logement. Un seul chiffre qui est assez parlant, parce que je sais que certains dans la salle ou dans le monde du logement disent oui, mais c'est un épiphénomène. Mais on est quand même passé de 300 000 logements Airbnb ou meublés de tourisme en 2016 à plus d'1 million aujourd'hui. Et je dirais même 1,2 million. Donc c'est autant de logements qui ne sont plus disponibles pour des travailleuses et des travailleurs, pour des familles, pour des agents des collectivités locales. Donc effectivement, il y a cette nécessité d'enrayer cette montée en pression des meublés de tourisme. Il y a aussi une question de justice fiscale. Et on l'a dit, c'est du transpartisan parce que c'est d'un rapport d'Anaï Glemer, membre du bloc présidentiel, qui le dit. On a aujourd'hui 70% des propriétaires de meublés de tourisme au régime réel qui, avec le double amortissement, ne payent pas d'impôt sur le revenu. C'est 348 millions de manque pour les recettes de l'État. Moi, ce que je propose, et on est plusieurs à le proposer, c'est de revenir sur ce double amortissement au régime réel et de ne pas rendre les 348 millions, de les utiliser justement pour la politique du logement, pour Loc'Avantage, pour les bailleurs, et je sais que ce sujet fait débat aussi au sein d'Action Logement, mais qu'on remette sur la table la question de la garantie universelle des loyers. Parce que ce qui se passe aussi depuis 9 ans, c'est la tension entre les propriétaires bailleurs et les locataires, où il n'y a plus de dialogue, où il y a que on renvoie les uns dos à dos dans une difficulté de relationnel extrêmement importante. Donc moi je pense fondamentalement à terme qu'on ira à la garantie universelle des loyers. Alors s'il faut qu'on passe d'abord par renforcer la VISAL, très bien, je signe, mais on ne peut pas rester dans l'état actuel des choses. Et puis des mesures qui ne coûtent rien et qui rapportent encore, des mesures antispéculatives, on l'a dit, sur le foncier, sur des outils au maire. Ça fait des années qu'on se bat et que c'est voté à l'Assemblée nationale, mais écrasé dans le PLF. Sur la déliaison entre la taxe sur les résidences secondaires et la taxe sur le foncier. C'est des outils, il faut qu'on soit dans la décentralisation et dans l'adaptation au territoire, et qu'on n'entende pas que de donner des outils aux maires une fois qu'ils ont le nez dans la difficulté. Il faut qu'on anticipe, qu'on soit dans le préventif plutôt que dans le curatif. Je pourrais continuer longtemps, mais je sais qu'on se verra bientôt les uns et les autres pour avancer sur le sujet. Beaucoup d'idées pour faire avancer les choses. Côté logement social, peut-être logement aussi très social, Christophe Robert. Oui, enfin, vous avez vu le consensus qu'il y a dans le diagnostic et ce qu'il faut faire de façon transpartisane, quelles que soient les cultures, quels que soient les segments du logement. Enfin, je veux dire, il y a un moment, je suis désolé de le dire comme ça, mais il faut que le président de la République entende. Il faut que le Premier ministre, son Premier ministre, entende que
le gouvernement désormais en place entende tout ce que nous venons de dire. Donc je ne vais pas revenir, on n'a pas le temps en 2 minutes sur les aspects techniques, mais quelques commentaires. Oui, si la loi Kasbarian 2 pouvait passer à la trappe, ce serait une bonne chose. Non pas qu'il ne faille pas, vous posez la question, construire du logement intermédiaire, mais pas à la place du logement social. Et puis parce qu'il y a aussi un certain nombre d'articles qui posent des problèmes. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt satisfaisant. Nous, on est en train d'évaluer la loi Kasbarian 1, qui n'avait rien à voir, mais qui pose énormément de problèmes aux locataires dans les rapports que vient d'évoquer Iñaki à l'instant. C'est quand même un énorme problème. Oui, il faut aller au bout de la CMP, la commission mixte paritaire, pour le texte sur les locations touristiques. Mais quand même, nous devons avoir le débat financier, Madame la Ministre, avec le Président de la République, avec le Premier ministre, sur cette question du logement. On a ponctionné les HLM comme on ne l'a jamais fait de notre histoire. 1,3 milliard rien qu'avec la RLS. Et encore, c'est à côté de la TVA qui a augmenté, c'est à côté du contexte que vous décriviez, monsieur le député, qui est venu accentuer avec l'augmentation taux livret A. Mais c'est un choix de société. Ce n'est pas une décision comme ça d'un Président de la République ou de quelques personnes dans des bureaux je ne sais où. Quand on était à 125 000 logements sociaux, on est aujourd'hui à 82 000. Alors bien sûr qu'il y a des éléments paramétriques, connexes, périphériques qui sont venus fortement, mais c'était déjà entamé très fortement cette baisse. Donc maintenant, on doit avoir un débat aussi sur la fiscalité, ça vient d'être dit. Je pense qu'on peut faire mieux avec ce que l'on a déjà aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire des choix d'attribution des moyens, des forces financières finalement de notre pays, quitte à aller en chercher là où on pourrait faire mieux. Et vraiment un enjeu, et ça a été évoqué par chacun, l'aide aux maires bâtisseurs. Je finis sur le fait qu'il va falloir faire des choix. Donc logement social, on a coupé sur les APL, qui est quand même ce qui nous permet aux ménages modestes, aux ménages pauvres, de se loger dans de bonnes conditions. Je voudrais aussi attirer l'attention, on l'a dit, à la sortie du CNR, il y avait un relatif consensus, mais en tout cas on peut investiguer le sujet, on en a parlé Madame la Ministre ce matin, sur l'encadrement du foncier. Je pense vraiment que c'est le cœur du problème, on se l'est dit collectivement. Maintenant, il faut s'y attaquer là dans les 3-4 mois et qu'on cherche les bonnes solutions, à côté des aides aux maires bâtisseurs. Et puis attirer votre attention sur un point. Vous disiez il y a des mesures qui ne coûtent pas. Effectivement, la garantie universelle de loyer, par exemple, c'est pas énorme. Enfin, si on met de côté l'aléa qui était évoqué à l'époque par l'IGF, ça ne coûte pas beaucoup. Mais il y a aussi l'encadrement des loyers, par exemple. Et je voudrais attirer l'attention de tout le monde que cette expérimentation, elle s'arrête en novembre 2026. Voilà quelque chose dont on peut se saisir les élus qui le souhaitent. C'est un choix pour les élus. Ils ont cette liberté pour essayer que leurs concitoyens, leurs habitants, leurs administrés puissent mieux se loger. Il faut absolument aller beaucoup plus loin dans cette logique. Et dernier point, aujourd'hui, le budget de l'hébergement d'urgence, il n'est pas bouclé pour l'année 2024. Donc il manque encore plus de 200 millions d'euros parce qu'on a un budget qui est insincère en début d'année. Il faut impérativement qu'il y ait un message très rapide qui soit donné pour toutes ces personnes qui sont en souffrance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. C'était très riche. Pas mal de demandes, de solutions, d'idées et surtout un consensus qui se dégage énormément sur l'idée d'avancer.